Comment s'est passé le mois de mai pour le fonds Microcap de Gay-Lussac Gestion? Qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce rapport de mai qui a été publié en juin. Donc, alors, la performance est toujours bonne. On est sur 341% depuis le début du fonds. On surperforme par rapport à l'indice de référence, qui n'est pas très performant, hein, soit dit en passant, le MSCI Europe Micro, Total Return. Mais l'objectif de gestion, en revanche, est quand même raisonnable, 7% annualisé avec une faible volatilité. Donc, on bat cet objectif, ça c'est plutôt bien. Pour ce qui est du commentaire de gestion, bon, ben, ils disent qu'il y a une revalorisation des small caps en France, en Europe, et c'est le cas en effet, hein, ça surperforme les large caps sur cette période récente. Ça faisait quelques années que ce n'était pas le cas, donc tant mieux, ça s'améliore sur ce front. Côté achat, ils se sont renforcés sur alors Voyageurs du Monde, ça c'est un spécialiste de voyage sur mesure. Ils ont racheté les ESN, ça c'est intéressant, Infotel et OB. Je commence à voir un rebond des ESN, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas la publication d'Accenture ce jour était pas si mauvaise. Mais je pense que ça va commencer à rebondir avec les clients qui vont repasser des commandes et carnets de commandes qui vont se re-remplir à nouveau. Donc, un secteur peut-être à ne pas négliger, hein, les ESN sur cette fin d'année, sur la deuxième partie de l'année. Ils ont initié une ligne dans une foncière italienne, IGD, donc une entreprise que je ne connais pas. Ouais, en général, je suis plutôt à l'écart de l'immobilier, donc mais là, peut-être que c'est intéressant ce dossier, on va aller voir ça. Ils se sont allégés sur Roche-Beaubois, donc le spécialiste du meuble. Bon, ils sont risqués, enfin, secteur considéré plus risqué par le marché. Bon, après, tout ce qui est meubles, et cetera, ça va dépendre, c'est la consommation, discrétionnaire pour moi, donc ça va dépendre de l'état de forme du consommateur. En France, en Europe, c'est pas incroyable. Donc, bon, et en plus, ils sont impactés par, la guerre commerciale. Donc ils se sont allégés sur Roche-Beaubois. Thermador, pareil, c'est en difficulté et c'est pareil, c'est lié, à l'investissement dans l'immobilier des ménages. Donc, là, sur ce front, en France, c'est pas terrible. Et prise de bénéfice sur Cogelec qui font, on va le voir après, des interphones. Donc, là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils s'allègent parce qu'ils ont pris, parce qu'ils prennent des profits. Les principales positions et les principaux mouvements, donc sur les métriques du fonds, on est sur un PER de 14,6. Donc, si on compare au fonds France ou Europe d'indépendance AM, ce fonds-là, il est quand même plus cher. On est plutôt sur un fonds qui est GARP, donc des small cap, oui, valorisé raisonnablement, mais c'est pas un fonds value, hein, pour le coup. Donc, par contre, c'est des fonds qui ont plus de des titres qui ont plus de perspectives de croissance. C'est un fonds qui est assez diversifié, mais ça c'est réglementaire, 53 lignes. Croissance des bénéfices 6,4%, c'est pas mal, hein, et une bonne rentabilité, hein, mesurée ici par le ROCE, hein, ça c'est le Return on Capital Employed. Pour moi, c'est à peu près comparable au rendement des capitaux investis. J'ai plutôt tendance à l'utiliser de mon côté. C'est à peu près comparable. En fait, ça enlève la partie levier financier, donc ça c'est bien. Ça me met déjà une vraie rentabilité. 18,9, c'est tout à fait bon. Et des dossiers qui sont pour la plupart cash net. Donc, bon, c'est pas mal, hein. Donc là, on est vraiment plus orienté, vu la valorisation, sur la croissance à prix raisonnable. Première position du fonds, c'est Neuron. Ça, c'est justement une entreprise de croissance à prix raisonnable que j'aime bien et que j'ai fait acheter à mon club d'investissement, puisque c'est une ESN. Donc, secteur qui, à mon avis, qui va bientôt rebondir. Et c'est une des meilleures ESN, vu son carnet de commandes et la visibilité sur ses contrats. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on a Gérard Palier Électrique. Donc, eux, ils font tout ce qui est mise en place de systèmes électriques, plutôt dans des niches sur lesquelles ne vont pas les gros acteurs comme Schneider Electric. Donc, bonne petite entreprise familiale. Clinica Baviera, c'est un réseau de cliniques en Espagne. Ouais, c'est pas cher, c'est de la bonne croissance. CEW, donc eux, ils font tout ce qui est impression photo, service d'impression photo. Donc c'est un marché qui est plutôt mature, hein, il n'y a pas beaucoup de croissance. On va le voir après, c'est quand même une entreprise qui est pas mal. Sembré, ils font tout ce qui est connexion électrique. Donc là, pareil, acteur de niche avec une bonne croissance. Pour ce qui est des principaux mouvements du mois, on a déjà parlé. Donc, achat de Voyageurs du Monde, Infotel et OB. Vente Roche-Beaubois, Thermador, parce que les perspectives moins intéressantes. Et Cogelec, prise de bénéfice. Allez, je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude.
On passe en revue les différentes colonnes, symboles de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars, puisqu'on n'a pas en euros dans cet écran, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, multiples de valorisation par rapport aux capitaux propres, hein, mais il n'y a pas de décote, donc on va pouvoir ignorer ces multiples. Rendement des capitaux investis, que je préfère en rendement des fonds propres, ça s'appliquera plutôt aux financières ou aux boîtes qui sont très endettées, hein, comme la rate, hein, ici. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de dettes sur les rates en général, c'est d'ailleurs pour ça que je fais plutôt à l'écart. Ici, vous avez justement l'endettement. Le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle, parce qu'ici, ils ne font pas la différence de est-ce que les actions sont annulées ou nouvellement émises, ou alors est-ce qu'elles sont sorties de l'autocontrôle. Donc, il faut aller retraiter cet élément par ailleurs. Free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Payout ratio, c'est la proportion de dividendes, de bénéfices versés en dividendes, mais les dividendes sont payés avec les free cash flow, donc il faut bien comparer les deux. Allez, principale position, on y va tout de suite. Neuron, donc l'ESN, 1,3 milliard de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est vraiment bien. Ça a quand même ralenti sur les 2 dernières années, mais à mon avis, ça va réaccélérer. Niveau multiple, c'est valorisé comme de la croissance, hein. Pour le coup, c'est raisonnable, mais c'est pas value non plus, hein. Donc 10,8 en VE sur EBITDA, c'est raisonnable. Pour moi, raisonnable, c'est jusqu'à 12. Après, ça commence à être cher. 24 en PE, pour moi, ça c'est cher. Et 17,6 en presse free cash flow. Comme dernièrement, il n'y a pas eu beaucoup de croissance, la société a plutôt dégagé des free cash flow. Et donc, ce multiple-là est plus intéressant en termes de price free cash flow. Et pour moi, au-delà de 15, c'est pas vraiment raisonnable. Bon, il y a quand même de la bonne croissance et des perspectives de rebond. Donc, je pense qu'on peut conserver sa ligne si on en a. Et si la croissance revient dans les prochaines publications, on peut peut-être en acheter. Bon. Rendement des capitaux investis à 11%, c'est très bien, hein, pour une USN. Cash net sur le dossier, excellent. 2,8% de rendement du dividende, 2,3% en rendement de l'actionnaire. Donc il y a potentiellement un peu de dilution, il faut voir. Est-ce que ça sort d'autocontrôle ou pas, ces actions. Payout ratio à 55% avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets. C'est soutenable ce dividende. Donc bon petit dossier de croissance, ça peut être intéressant pour jouer le rebond. Ensuite, Sembré. Alors, je crois que je vous ai sorti ici, voilà. Non, ça c'est CEW. Sembré, voilà, ils font des connecteurs électriques. Donc c'est une boîte plutôt de niche et industrielle. On est sur, hop, je me mets ici, on est sur 1 milliard de market cap, 1,1 milliard de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc plutôt une belle croissance. Les multiples, pareil, ils ne sont pas donnés, hein, c'est limite trop cher, hein, je trouve. À ce niveau-là, moi, si j'avais cette position-là, je la vendrais plutôt parce que ça me semble chèrement valorisé maintenant. Après, la rentabilité est bonne, hein, 19% de rendement des capitaux investis, c'est excellent. Cash net sur le dossier, 3,4% de rendement du dividende, 3% de rendement de l'actionnaire, donc ça ferait équivalent. Payout ratio à 67% avec des free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Attention, ce dividende est peut-être pas soutenable si les free cash flow ne remontent pas. Donc il va falloir suivre tout ça. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo et on continue avec CEW Stiftung. Donc ça, c'est une boîte allemande. Et donc, ils font des services photo avec des sites de production. Donc, c'est plutôt la photographie professionnelle, hein. Hop, on est sur 751 millions de dollars de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de croissance, c'est une boîte qui est mature. 4,6 en VE sur EBITDA, c'est pas cher du tout. 12 en PE. Et on n'a pas l'info sur les free cash flow, donc il va falloir regarder. 12 en PE pour une boîte qui n'a pas trop de croissance. Il faut voir en fait les free cash flow. Il y a forcément des free cash flow, à mon avis, c'est juste que la donnée, c'est pas chargé. Le multiple de free cash flow, à mon avis, il est beaucoup plus bas que le multiple de bénéfice net, vu que c'est une boîte mature qui dégage du flux. Donc il faudra regarder à quel niveau ça se situe. Mais voilà, je pense que c'est value, hein, quand même, ce dossier. On est à 13% de rendement des capitaux investis, plutôt une bonne rentabilité et cash net, si on en croit ce qui est affiché ici. 3% de rendement du dividende, c'est intéressant. 3% de rendement du dividende, ça nous donne 21 millions, à peu près 22 millions de dividendes sur un bénéfice net de 63 millions. On est soutenable sur le dividende, donc ça peut être intéressant. Plutôt une boîte value, il n'y a pas beaucoup de croissance, hein, c'est pas du tout le même profil. Ensuite, Clinica Baviera, réseau de cliniques en Espagne, 720 millions de dollars de market cap, 16,4% de croissance de chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, je pense que ça inclut de la croissance externe aussi, hein. Ils font des acquisitions pour avoir un tel niveau de croissance, surtout que c'est pas une industrie qui est très dynamique, hein, c'est plutôt mature. 8,5 en VE sur EBITDA, raisonnable. 16,4 en PE, 15,9 en price to cash flow. Un peu cher. Bon, ouais, ça reste raisonnable quand même comme valorisation. On est à 25% dans les capitaux investis, c'est une très bonne rentabilité, ça par contre.
et quasiment pas de dette, c'est normal, on est très rentable. Donc ils vont pouvoir faire des acquisitions avec cette excellente rentabilité qui dégage du cash flow opérationnel, ils vont pouvoir, faire des acquisitions et booster leur croissance. Donc bon petit dossier quand même, hein. 4 de rendement du dividende, c'est excellent. 5,5 à peu près en rendement d'actionnaire. Est-ce que ces actions sont annulées si elles sont rachetées? Bah, si. Est-ce que les actions achetées sont annulées ou est-ce qu'elles sont distribuées, au management ou aux salariés? Il faut regarder. On est sur un payout ratio de 65, c'est un peu élevé à mon goût. Bon, ça reste soutenable à ce niveau, mais ça va pas augmenter beaucoup plus si les free cash flow n'augmentent pas. Donc bon, cliquez un balière, moi je pense que c'est intéressant à ce niveau si vous avez plutôt un profil, croissance à prix raisonnable. Gérard Perrier Industrie, 381 millions de dollars de market cap, 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance, hein. Je pense qu'il y a de la croissance externe quand même, à vérifier, hein. Peut-être que c'est de l'organique, vu que c'est une petite boîte quand même, bon, à creuser. 9,5 en VE sur EBITDA, 19 en PE, 17 en price free cash flow. Peut-être un peu cher. Peut-être en VO sur EBITDA, on est quand même raisonnable. Les autres multiples me semblent un peu élevés. Donc, si on se dit qu'on prend ce multiple-là, on n'est pas si cher que ça. À la rigueur, on n'est pas si cher que ça sur ce dossier, il y a quand même un peu de croissance. Vraiment, les capitaux investis à 10,3%, c'est pas mal. Bonne rentabilité, cash net sur le dossier. 2,6% de rendement du dividende, c'est moyen, hein, comme niveau de dividende, mais c'est soutenable à 45%. Bon, on passe maintenant aux achats. Alors, côté voyageurs du monde, on est sur 914 millions de dollars de market cap. C'est quand même une grosse mid cap, hein. Je pensais pas que c'était aussi gros, donc ça c'est intéressant. 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon là, je pense que ça inclut de rattrapage post-pandémie, hein, 2023-2024. Ils ont bien souffert évidemment pendant cette période, mais enfin avant cette période, mais maintenant ça va mieux. 11,3 en VE sur EBITDA, 16,6 en PE, 19,5 en price to cash flow. C'est décidément pas très value, c'est même limite pas raisonnable, hein. Ça commence à être un peu cher ce dossier. On est à 19 en rendement des capitaux investis, donc excellente rentabilité en revanche. Cash net sur le dossier, ça c'est très bien. Alors je me demande comment ça marche leur business model. Est-ce que ce cash, c'est le leur? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont pas plutôt à BFR négatif? Est-ce qu'ils ne collectent pas d'abord des acomptes clients pour réaliser les voyages et passer les différentes réservations, etc. J'imagine que c'est comme ça. Et donc du coup, ce cash-là, il n'est pas forcément à eux. Par contre, ça leur permet de générer des intérêts de placement. Ça, c'est intéressant. 2,8% de rendement du dividende, c'est bien à ce niveau. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 180, ça nous donne 18 millions, pardon, les 20 millions. On est soutenable sur ce dividende en termes de free cash flow et le bénéfice net. Donc ça, c'est pas mal. Voyage du monde, un peu cher quand même à mon goût, hein, mais il y a de la croissance et c'est qualitatif en termes de rentabilité. OB, pour profiter de alors ils font une OPA sur, Solutech et il y a un rebond à venir des ESN, là, je le pense que c'est ça commence à venir, de ce que je vois dans les différentes publications. Donc pas une mauvaise idée à mon avis d'aller sur du OB aussi. 720 millions de dollars de market cap, 5,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a eu le stop and go, rattrapage post-pandémie, ralentissement post-rattrapage. Bon, voilà, 5%, ça reste raisonnable, hein, comme niveau. On a 10,7 en VO sur EBITDA, ce qui est raisonnable. 13 en price free cash flow. Comme il n'y a pas eu beaucoup de croissance sur les dernières années, ils n'ont pas réinjecté beaucoup de cash pour la croissance. Donc je pense que ce multiple de price free cash flow est plus pertinent que le PE. C'est raisonnable, hein, c'est pas si cher payé. On est à 12,3 en rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité. Après, c'est pas un business qui est intensif à capital, mais quand même, c'est pas mal comme rentabilité. On est cash net sur ce dossier. Très bien. 2,7% de rendement du dividende et 4% de rendement de l'actionnaire. Est-ce que ces actions sont annulées derrière? Il faut vérifier. On a un payout ratio à 41%. AIF cash flow payé avec les bénéfices nets. Donc, dividende soutenable, rémunération à l'actionnaire globalement soutenable. OB, c'est pas si cher que ça pour une boîte quand même qui a quand même de la croissance, hein. Donc c'est pas mal. Ensuite, on est sur Immobiliare Grande Distribuzione. Bon, ça c'est l'accent italien. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais 384 millions de dollars de market cap. C'est une rate. C'est un secteur que je n'apprécie pas particulièrement. Décroissance avec manualisé sur 5 ans. L'immobilier en Europe est plutôt sinistré. Bon, on n'a pas le multiple de PE, mais c'est ce multiple-là qu'il faut regarder. Sur ce genre de boîte, en fait, même pas. C'est un autre multiple qui est spécifique au rate. C'est le cash from. C'est l'adjusted cash flow from operations qui se calcule différemment du free cash flow. Bon, je ne suis pas un expert de ce secteur. Il y a une décote sur capitaux propres. Ce qu'on aimerait, c'est voir s'il y a une décote sur capitaux propres tangibles, puisque c'est de tout ce qui est actif tangible sur une rate, ça va être l'immobilier qui est possédé. Bon,
rendement des fonds propres négatif, ils ont fait une perte. Donc, je pense qu'il y a la décote. Ils ont pris ce dossier, comme il indique dans le rapport de gestion, à cause de la décote sur actif, hein. Donc il faut aller regarder, quelle est la valeur de leur immobilier et combien est valorisée cette boîte, par rapport à cette valeur de l'immobilier. On est valorisé à 384 millions et ça se trouve, leur immobilier est valorisé à 500 millions. Donc, forcément, il y a une petite décote à aller creuser plus en détail sur ce dossier. Infotel, on est sur une ESN à nouveau, 310 millions de dollars de market cap, 3,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Maintenant, je pense que la croissance va se reprendre, hein, sur ce dossier sur les prochaines années. Et par contre, on est value, hein, on est à 6,7 en VO sur EBITDA, c'est pas cher. 9,5 en price to free cash flow. Le multiple de PE, à mon avis, n'est pas intéressant à regarder vu qu'on est sur une boîte qui a dégagé plutôt du flux sur les dernières années vu qu'il n'y avait pas de croissance. C'est pas très cher payé quand même, hein. On est à 11% en rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal. Cash net sur le dossier, très bien. 5,2% de rendement du dividende. Donc ça, c'est un bon niveau de dividende, hein, sur une ESN. Le secteur des ESN, en général, comme c'est un secteur de croissance, vous n'avez pas ces niveaux de dividende. Mais là, ça reflète aussi la moindre valorisation et l'augmentation du retour à l'actionnaire, vu qu'il y a moins d'opportunités de croissance. En rendement actionnaire, vous êtes à 4,7%, ce qui est correct. Et vous avez un payout ratio à 75%, mais des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc en réalité, vous êtes plus proche des 50%. Cette rémunération d'actionnaire est soutenable. Infotel, je pense que ça se regarde également, hein. C'est pas une mauvaise idée, cette ESN. Côté vente, alors on est sur Thermador. Thermador, qu'est-ce qu'ils font déjà? Tac, on est ici. Ils font système de chauffage, pompe à chaleur, tout ce qui est chauffe-eau, robinetterie, etc. Donc c'est quand même très lié à la dépense immobilière des ménages, hein. On est à 767 millions de dollars de market cap, 6,5 de croissance, 6,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, ça inclut le boom post-pandémie et après le ralentissement post-rattrapage, on va dire. Ah, ça se paye pas si peu cher que ça, hein. 10 en VE sur EBITDA, 10,5 en price free cash flow, 17,4 en price earning. Bon, la boîte a dégagé quand même du flux puisqu'il n'y a pas eu il y a eu un ralentissement de la croissance. Si on regarde le AVE sur EBITDA et les price free cash flow, c'est, ouais, on va dire que c'est raisonnable. C'est raisonnable. 10,5 en rendement des capitaux investis, c'est quand même une bonne rentabilité. Cash net sur le dossier, ça c'est bien. On est à 2,9% en moins du dividende avec un payout ratio à 43%. C'est complètement soutenable. On a même des free cash flow plus élevés, donc pas de souci sur le dividende. Plutôt mauvais momentum, hein, sur le secteur immobilier. Moi, je suis baissier encore sur le secteur immobilier. Je pense qu'on n'a pas atteint un point bas et que comme les taux montent, les prix ne sont pas encore ajustés. C'est un marché qui est très lent à s'ajuster et pour le coup, je pense qu'il est baissier à moyen long terme, hein, le marché immobilier. Donc, et Thermador est lié à ce cycle-là, malheureusement. Roche-Beaubois, c'est un peu la même chose, hein. On fait des meubles. Et donc, du coup, on suit un peu la dépense d'aménagement, enfin, la dépense des ménages, quoi. Et c'est la dépense discrétionnaire. Donc, vu que les ménages sont en difficulté en France, ils ont moins de pouvoir d'achat. Et à mon avis, Roche-Beaubois est impacté par ça, hein. 439 millions de dollars de market cap, 8,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, là, c'est séquence rattrapage. Et puis après, on est sur une correction de ce rattrapage maintenant. 8,4 en VE sur EBITDA. Le multiple de PE est très élevé, mais en price to free cash flow, on a 9,7. Il n'y a pas eu de croissance sur les dernières années, donc on a dégagé du flux. Le multiple le plus intéressant, c'est le price to free cash flow. On a 6 en rendement des capitaux investis, ce qui n'est pas incroyable, hein, et 2,3 en termes de dette net sur EBITDA. Donc un dossier qui est endetté, dans un cycle baissier, plutôt dangereux à mon avis, hein, ce dossier. 3,3 en rendement du dividende, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, 3 fois plus élevés. Bon, c'est soutenable à ce niveau, mais bon. Voilà, complètement à l'écart de ce dossier, hein. C'est lié pareil au cycle immobilier en France, qui est pas terrible. Donc cette boîte va continuer à souffrir à mon avis. Cogelec, eux, ils font de la gestion d'accès aux lieux publics et privés, donc des interphones. Hop, petite small cap, marché de niche, hein. Ça c'est intéressant d'avoir des acteurs de niche quand même, parce que souvent ils sont leaders sur leur segment, donc ils ont une bonne rentabilité. Et puis ils peuvent faire de la croissance, donc c'est pas mal. Mais eux, ils se sont plutôt allégés du coup. 257 millions de dollars de market cap, 13,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance, hein. Est-ce qu'il y a de la croissance externe là-dedans? Peut-être, hein, il faut regarder. En termes de multiples, c'est très cher, hein. Je comprends qu'ils s'allègent, hein. En revanche, 22 en VE sur EBITDA, 44 en PE, 20 en price free cash flow. Ouais, c'est trop cher. Donc c'est normal qu'ils s'allègent. Bonne idée, ils ont profité du momentum et de l'appréciation des multiples.
Maintenant, c'est trop tard, hein, pour rentrer sur ce dossier. 17% de rendement des capitaux investis, bonne croissance, cash net sur le dossier, 1% de rendement du dividende, 1,5 en termes de rendement de l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions potentiellement annulés, il faut regarder. Puis être rassuré 56% avec les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, complètement soutenables. Bon, dans cette liste, très orientée quand même, croissance à prix raisonnable. Ce que je garderais, moi, ça serait plutôt, alors Neuron, j'aime bien. Sembré, c'est trop cher pour moi. CEW, là, c'est plutôt value. Donc si vous avez un profil value, pourquoi pas, pour regarder. Clinica Baviera, intéressant pour une croissance à prix raisonnable. Gérard Perrier Industrie également. OB, j'aime bien. Infotel, j'aime bien. Et c'est tout ce que je garderai dans cette sélection. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.